Donc, je crois qu'ici tout le monde me connaît néanmoins, donc je suis Rebecca. Et cette rencontre, a lieu dans le cadre, de l'univers enrichi de mon nouveau podcast qui s'appelle «Une boussole pour les temps qui courent». Alors, il faut que je pense à admettre au fur et à mesure les personnes qui arrivent, c'est bon. Voilà, donc cette rencontre, c'est vraiment, voilà, dans le cadre du podcast «Une boussole pour les temps qui courent». Donc c'est un podcast, tout récent, que j'ai lancé au mois de novembre dernier. L'objectif, c'est dans chaque épisode de m'intéresser à un livre, de prendre le temps de le lire. D'ailleurs, j'en fais une lecture partagée sur Instagram et puis, après, avoir, lu le livre, après avoir réalisé des notes de lecture, eh bien, je conçois un épisode de podcast où j'invite une personnalité à venir, partager son regard sur ce livre, que je croise aussi avec, dans chaque épisode, une lectrice et un lecteur qui viennent, là aussi enrichir ma propre lecture, ma propre vision du livre. Alors je vais couper le son des participants et puis je pourrais vous le remettre, au fur et à mesure. Donc voilà, dans le cadre du podcast, le premier épisode, portait sur le livre «Une écologie décoloniale» de Malcolm Ferdinand et puis le deuxième livre, eh bien, c'est «Peau noire, masque blanc» de Frantz Fanon. Un petit livre, mais très riche. Et donc, pour, le podcast, j'avais, reçu, la chercheuse, Rose Endang, qui est spécialiste des questions de racisme et de sexisme. Et puis donc, le podcast, il existe seul, mais aussi avec un univers enrichi que je propose, via une newsletter. Alors d'ailleurs je vais essayer dans la discussion de vous mettre le lien, d'abord du podcast, c'est le principal. Tac. Alors je suis pas une experte, hein, de Zoom, alors je vais essayer de faire ça de façon à peu près fluide, mais je ne promets rien. Voilà, dans la discussion, je viens de vous mettre, le lien, vers le podcast et puis il y a aussi donc la newsletter. Là aussi, je vous mets, le lien pour vous inscrire et dans cette newsletter, je propose chaque semaine ou presque des contenus enrichis, donc mes notes de lecture, ce live par exemple qui est, j'essaye de rendre, ces lectures, riches et puis avec des regards diversifiés, mais aussi de la curation de contenu que je fais pour, voilà, pour toutes les personnes, abonnées. Donc c'est ça un peu le principe et donc Peau noire, masque blanc, c'est vrai que c'est un livre, que j'avais parcouru il y a très longtemps, hem, mais que j'ai pris le temps de relire, tout récemment et en fait, finalement, dans le podcast, j'ai, porté quelques critiques ou peut-être pas des critiques, mais en tout cas des questions et j'avais envie de pouvoir confronter ces questions, avec, un expert, en l'occurrence, Hamzat Boukari, Yabara. Donc merci encore à toi d'avoir accepté, ce rendez-vous avec les péripéties de dont on a dû décaler la date. Tu es historien, spécialiste du panafricanisme. On s'était déjà rencontrés dans le cadre de mon précédent podcast et puis, notamment autour de ton livre «Africa Unite» qui parcourt finalement l'histoire du panafricanisme et dans mon précédent podcast qui s'appelait #2050, on avait commencé déjà à se projeter évidemment vers l'avenir et tu, voyais un certain nombre, d'enjeux et je me suis dit que ça serait intéressant de t'entendre parce que, Frantz Fanon, il fait partie aussi de cette histoire de ces chemins peut-être parfois tortueux vers le panafricanisme et j'avais envie de recueillir ton regard. Frantz Fanon, tu le connais très bien et je pense que ça va être un moment, très, très riche. Donc le principe, c'est que, voilà, j'ai déjà quelques questions en tête à te soumettre. On a aussi reçu, des questions que je t'avais envoyées en amont et puis ensuite vous pourrez, vous qui êtes là, poser, vos questions. Donc il suffira de lever la main. Je crois que c'est tout simple à faire et puis, vous activerez, votre micro et vous pourrez, poser des questions, à Hamzat pour qu'il puisse y répondre. Est-ce que, ça vous va à tous? Faites-moi un petit signe, si c'est OK pour vous? Super et l'idée donc là, il est 19h05, c'est qu'on se quitte, à 20h. Les enfants sont en train de manger, ça sera votre tour à 20h, vous avez le droit d'ailleurs de faire comme Benoît qui a un verre de vin, je crois, avec lui, pour la convivialité du moment, évidemment. Moi, voilà, j'ai ma petite bouteille, une pauvre bouteille d'eau, mais bon, vous savez, tout est fermé ici, donc c'est un peu compliqué. Bref, tous ces apartés étant faits, étant faits, eh bien, Hamzat, j'ai envie peut-être de commencer tout simplement sur, ta rencontre peut-être avec, Frantz Fanon.
dans ton parcours à la fois d'homme, mais aussi de chercheur, d'historien. À quel moment cette rencontre s'est faite avec Frantz Fanon? Alors déjà, ma mère est martiniquaise, donc je suis compatriote avec Frantz Fanon. C'est un premier élément à souligner. Et en fait, moi, j'ai découvert Fanon par l'intermédiaire de ma lecture d'Aimé Césaire. En fait, ma sœur était en terminale l'année où Césaire a été retiré du programme par François Bayrou, qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale. Et donc, je vivais au Bénin, je suis né au Bénin. Et donc, le livre traînait au salon, je m'en suis emparé. Donc, j'ai d'abord lu Césaire, le discours sur le colonialisme et le cahier d'un retour au pays natal. Et dans la suite, dans la foulée, ben, j'ai découvert Fanon un petit peu plus tard, quand j'avais, on va dire, 16-17 ans. Mhm. Donc, les damnés de la Terre et Peau noire, masque blanc, c'est à cette époque que je les ai achetés. Je pense que ça doit faire partie des 20 premiers livres que j'ai dû acheter moi-même personnellement, qui traitaient de sujets, on va dire, complexes et historiques. Et puis après, dans mes recherches, j'ai été amené effectivement à lire Fanon. Alors pour moi, l'ouvrage le plus important de Fanon, c'est ce qui est compilé pour la Révolution africaine, parce que c'est, on va dire, ces éléments de note sur son engagement politique pour la libération du continent africain. Voilà, pour moi, c'est vraiment cet ouvrage-là pour la Révolution africaine qui est, à titre personnel, le plus important. Et c'est vrai que très souvent, on focalise plutôt sur Peau noire, masque blanc ou sur les damnés de la Terre, qui ont une postérité bien plus importante. Mais je pense que c'est important de rappeler que Fanon a écrit aussi d'autres ouvrages. Et donc, pour moi, c'est pour la Révolution africaine qui a été vraiment l'ouvrage le plus important. Les Ouais. damnés de la Terre aussi, un petit peu sur certaines analyses conceptuelles. Et Peau noire, masque blanc, on va dire que ça a été un ouvrage que j'ai lu effectivement une fois. J'ai dû le relire une deuxième fois aussi. Et puis là, bon, pour la préparation du podcast, je ne l'ai pas vraiment relu, mais bon, parce que j'ai déjà des éléments, puis j'ai pas mal de choses qui peuvent être dites déjà, mais il fait partie effectivement des ouvrages à aborder. Mhm. Pour la Révolution africaine, il l'a publié ou écrit en quelle année? Parce que c'est vrai En qu'on pourrait fait, dire que Peau noire, masque blanc, c'est un peu aussi un ouvrage de jeunesse. Il était tout jeune au moment où il l'a écrit. oui, alors pour la Révolution africaine, ça a dû être publié, je pense, de manière posthume par Maspero, puisque c'est les derniers textes qu'il a écrits, en fait, avec en même temps Les damnés de la Terre. Donc, Les damnés de la Terre, c'est un ouvrage, un essai qu'il termine quasiment sur son lit de mort. Et pour la Révolution africaine, c'est toute la série d'articles qu'il a pu écrire, notamment pour El Moudjahidine, où il aborde la question de la guerre d'Algérie, la mort de Lumumba, la question du néocolonialisme, puisque pour moi, Fanon n'est pas du tout, on va dire, un penseur, entre guillemets, de la négritude, mais c'est plutôt un précurseur de la critique de la France-Afrique et du néocolonialisme. Et dans cette critique du néocolonialisme et de la France-Afrique, il achève d'une certaine manière la négritude. Donc pour moi, je n'inscris pas du tout je l'inscris dans la lignée des anti-négritudes, au même Mhm. titre que des personnes comme Stanislas Adothévi ou Marcien Towa qui ont démoli radicalement la négritude, et plus particulièrement la négritude senghorienne, qui n'a rien à voir avec la négritude de Césaire. Mhm. Alors, c'est intéressant ce premier panorama là que tu viens de dresser parce que quand en lecteur, en lectrice lambda, non spécialiste de ces sujets, j'ai senti dans le livre qu'il posait une certaine critique des écrits et de la pensée d'Aimé Césaire. Et d'ailleurs, son regard, ses points de critique évoluent au fil du livre. Donc, c'est intéressant de savoir que, avec une vision complète de son œuvre, il a une autre position sur les enjeux liés au continent africain et son rapport avec les anciens empires coloniaux. Oui, je pense, j'ai pas pu forcément écouter tous les podcasts, tous les éléments qui ont été abordés auparavant, mais je pense qu'il faut quand même rappeler que
que Césaire, effectivement, était aussi un homme politique, notamment un communiste, Mmh. et que Fanon, ben, lui, a combattu précisément toute la politique gouvernementale de l'époque concernant la guerre d'Algérie. Alors, il y a tout le débat pour savoir si Fanon a été directement ou indirectement un élève de Césaire, mais ce qu'il faut aussi souligner par rapport aux autres figures de la négritude, notamment, je sais que ça a été évoqué sur le manque de reconnaissance qu'il a pu avoir vis-à-vis des femmes Ouais, on de va en parler tout à la l'heure. négritude. Césaire avait une position de professeur qui était une position un peu, entre guillemets, doctorale, qui fait qu'effectivement, il y a toute une problématique des disciples et des dissidents, avec Glissant, avec Fanon, avec Monville, qui apparaît dans cette trajectoire-là, et que l'une des manières comment dire, de se positionner, ben, c'est aussi quelque part d'attaquer Césaire, de prendre ses distances vis-à-vis de Césaire, qui était un personnage, une figure centrale, et en même temps que l'on cherchait un peu à dépasser. Donc je pense qu'il y a effectivement très clairement un antagonisme entre Fanon et Césaire, qui est lié aussi à des questions de génération, Mmh. qui est lié également à des questions de rupture vis-à-vis du statut social, et qui est lié aussi à des rapports différents à la négritude, en soulignant que Césaire, qui est un peu trop présenté pour moi comme la figure de la négritude, a certes évoqué la négritude dans le cahier d'un retour en 39, mais après, c'est pas tellement ça qui est présent dans ses écrits. Mmh. Euh, Au contraire de Senghor, qui lui a vraiment fait toute sa carrière sur le concept de négritude et d'universalisme, Césaire, il est parti sur d'autres chemins assez rapidement. Et il a été ensuite en mesure comment dire, de saluer le combat de Fanon, ce que Senghor ne pouvait absolument pas faire, puisque entre Senghor et Fanon, c'est comment dire, une bataille idéologique totale. Voilà. Ouais. Alors tu as rapidement évoqué la question, des femmes. C'est un des sujets et c'est peut-être le sujet central sur lequel, notamment Rosane Dang, donc je le rappelais, chercheuse, en sciences politiques et spécialiste des questions de racisme et de sexisme, où, on s'est posé la question: où sont les femmes dans Peau noire, masque blanc? Puisque la critique qu'il porte dans le livre, face à la femme antillaise, alors la femme antillaise, hein, on sait qu'elle n'existe pas cette femme antillaise, mais en tout cas, il a pris, un modèle, Mayotte Capétia, on a appris qu'elle, en plus cette femme n'avait pas existé et que ce soit, Suzanne Lacascade, les sœurs Nardal, Suzanne Roussy-Césaire. Toi, c'est quoi ton regard? C'est justement qu'en fait, ce n'est pas qu'il les a méconnues, mais que ses sources, sa pensée, elle se développait ailleurs de celles qui étaient peut-être trop dans le giron, d'Aimé Césaire, ce serait ça? Fanon, en fait, il a été beaucoup plus influencé dans le volume qui est sorti récemment sur les écrits de Fanon à la découverte. Il y avait toute la liste de sa bibliothèque. Mmh. Et en fait, sa bibliothèque, elle est à 99% masculine et blanche. Mmh. Il a lu tous les existentialistes, la phénoménologie, Merleau-Ponty, Husserl, etc. Donc lui, il est vraiment sur cette ligne-là. On ne trouve pas vraiment d'ouvrage en lien avec la négritude dans sa bibliothèque. Donc ça, je pense que c'est un premier élément à souligner. Après, effectivement, il y a toujours cette interrogation sur est-ce qu'ils se sont lus, est-ce qu'ils se sont connus. Il y a eu des positions assez affirmatives dans les autres podcasts. Moi, je suis moins affirmatif sur ces questions-là, parce que, d'une part, il n'y a pas que le cas de l'invisibilisation des femmes qui se pose. Par exemple, on peut se demander comment se fait-il que Fanon ait pu être envoyé en Algérie après avoir publié Peau noire, masque blanc, Mmh. ce qui suppose que l'administration coloniale n'a même pas lu Peau noire, masque blanc, parce que si elle avait lu, elle ne l'aurait jamais envoyé en Algérie. Mmh. Donc, on peut s'interroger effectivement sur qui lisait qui connaissait qui. Et ce qui est certain, c'est que Fanon n'a pas été présent dans les salons des Sœurs Nardal, que le chaînon passe par Césaire, qui lui a été effectivement très critiqué sur son incapacité à mettre en avant les femmes qui ont porté la structure du mouvement de la négritude. Paulette Nardal lui a directement reproché en disant qu'il aurait pu au moins être
un peu galant et reconnaissant envers ce qu'on lui a permis de faire par la suite. Après, il y a aussi également les termes qui sont utilisés. C'est vrai que souvent, les gens, ils disent fondateur, fondateur. Je pense que Césaire a été une figure de proue du mouvement, mais il n'est effectivement pas du tout le fondateur. Mmh. Quand on regarde le positionnement des sœurs Nardal, elles aussi s'inscrivent dans une généalogie qui remonte aux auteurs de la Harlem Renaissance. Et donc là, je pense qu'on est sur effectivement Donc Harlem Renaissance, pour préciser, c'était, les mouvements, aux États-Unis, noir américain Harlem, oui, noirs dans les américains. années 10-20, où là aussi les femmes sont effectivement invisibilisées. On va parler de County Cullen, mais on ne va pas parler de Zora Neale Hurston ou d'autres figures, en sachant que dans ces figures féminines noires, ben, il y en avait aussi qui étaient très hostiles à la négritude. Donc se pose aussi la question comment dire, De du principe. l'universalisme du concept de négritude qui Oui, finalement c'était pas le cas. bah, oui, oui, bah, c'est quelque chose qui est posé effectivement. Enfin, la manière dont il va être, comment dire, encadré, ça va être une vision effectivement très masculiniste et très essentialiste également et à mon sens, peu en phase avec, je dirais, les perspectives, les défis, les enjeux posés par les femmes noires à l'époque, en sachant qu'il y avait aussi comment dire, la rupture entre des hommes qui pouvaient exister politiquement dans une période où les hommes pouvaient être élus, pouvaient voter, etc., et des femmes, notamment noires, qui étaient limitées, qui étaient amputées de leurs droits civiques et de leur capacité à parler en politique. Donc après 45, les choses prennent encore une autre tournure puisque on a effectivement des femmes noires, mais ce sont aussi des femmes noires qui ont un positionnement politique. Et donc la question du communisme entre aussi en jeu. La manière dont, par exemple, une figure comme Gertie Archimède va se positionner, donc la première femme guadeloupéenne, avocate au barreau, etc., dans ses relations avec d'autres figures de l'époque comme le député ivoirien de l'époque, Félix Houphouët-Boigny, où on voit par exemple qu'il y a tout cet enchevêtrement entre l'intime, le public et le politique, où Houphouët-Boigny fait la cour éperdument à Gertie Archimède qui lui dit il est hors de question que moi, en tant que communiste, je sorte avec un valet de la France. On le retrouve également sur la relation entre Senghor et Ginette Eboué, sur le divorce et le remariage de Senghor qui est lu sous un angle politique. Et donc, on a, je dirais aussi, derrière toute cette invisibilisation des femmes, des méthodes, on va dire, d'agencement social, c'est-à-dire qu'on utilise effectivement la question du genre avec des formes d'opportunisme de la part de ces hommes-là qui posent des problèmes. Mmh. Il y a un autre point qui m'a posé question dans ma lecture, du livre et que j'ai évoqué dans le podcast, c'est qu'à un moment, en fait, Fanon dit que, l'antillais, l'homme noir, antillais ne s'est pas battu, pour se libérer. Il dit: «Aux États-Unis, ils se battent, il y a du combat et donc ça permet une désaliénation, des Afro, américains et que c'est pas le cas pour lui, en Martinique» et ça m'a vraiment questionnée parce que, justement ces dernières années, j'ai pu lire des textes, des articles qui montraient et puis à l'époque, au moment, de la polémique sur le déboulonnage, l'année passée, on a vu qu'il y a eu aussi, des combats, que la liberté, n'a pas été, posée sur un plateau et offerte par, la société française. Donc c'est une question que je me suis posée. Pourquoi il différencie tant les 2 situations? Bah, là aussi, c'est assez paradoxal parce que autant Césaire considère que le pire colonialisme, c'est l'impérialisme américain, Mmh. autant Fanon considère que c'est plutôt le colonialisme français qui est la pire des choses. Et en même temps, Césaire, dans le discours sur le colonialisme, fait l'équation rappelant que nazisme égale colonialisme. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que ben, Fanon, lui, il s'est engagé dans la résistance pour aller libérer la France, la mère patrie. Donc, il y a eu tout un processus
comment dire, d'endoctrinement à la logique républicaine au lendemain de l'abolition de l'esclavage, le cholchérisme, le doudouisme, tout un processus de construction des Antillais comme des Français aboutis, mais qui étaient quand même des Français de seconde catégorie du fait de la question raciale. Et quand ils s'engagent effectivement pour aller libérer la France et qu'ils constatent que le paysan français n'en a que cure de sauver sa patrie, je pense qu'il y a cette rupture assez intéressante. Et il dit cette chose-là, qu'il s'est trompé de combat. Et j'ai le sentiment que ce n'est pas tellement que le noir antillais n'a pas combattu, mais que le noir antillais s'est trompé de combat. Ça, c'est un premier élément. Un autre élément, c'est que dans le contexte français, le contexte américain est quand même assez différent. Certes, il y a eu effectivement des révoltes et des résistances aux Antilles. Il y a eu une abolition de l'esclavage qui a été obtenue à la suite de luttes. Mais en 1950, on est en 52 quand Peau noire masque blanc est publié. On est 4 ans après le centenaire de l'abolition de l'esclavage, où on a remis une couche vis-à-vis de Schœlcher et vis-à-vis de Félix Éboué qui sont rentrés au Panthéon à cette occasion. Et c'est précisément dans ce contexte-là que Césaire écrit un article pour une revue de droite qui pense qu'il va louer les mérites de la République qui a libéré ses ancêtres. Et il tape dans le mille, il tape dans le ventre du système républicain en expliquant que c'est un système racial, colonialiste, etc. Et donc, dès le lendemain, il y a des articles qui paraissent en disant on en a marre de ces Antillais, ils ne sont même pas reconnaissants qu'on a libéré leurs ancêtres, ils insultent la bourgeoisie blanche, etc. etc. Donc, il y a un positionnement de classe, il y a un positionnement de lutte et il y a, je dirais, un parallèle effectivement assez intéressant que l'on peut voir entre Fanon, Césaire et les questions du noir antillais et du noir américain, qu'il faut, je pense, remettre dans le contexte de l'époque où il n'y avait pas, je dirais, tous les éléments qu'on a pu construire en termes de lecture depuis 70 ans de cette situation-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas analyser, je dirais, la question du déboulonnage d'aujourd'hui avec les instruments de l'époque. Je vois beaucoup de jeunes qui disent oui, mais pourquoi Césaire n'a pas fait ceci ou cela? Il y a des éléments, je pense, qu'il faut recontextualiser dans l'époque pour comprendre ces approches-là. Après, Fanon va être très utilisé par les Noirs américains. Il va influencer énormément Malcolm X, les Black Panthers, les mouvements afro-brésiliens, etc. Mais dans Peau noire, masque blanc, il explique bien que ce qu'il écrit ne vaut que pour le noir antillais. Donc, il faut comprendre la spécificité du racisme aux Antilles, la spécificité de la France qui, au contraire des États-Unis, ne reconnaît pas la couleur, la race, etc., où il n'y a pas de race, il n'y a pas de racisme, etc., et en même temps d'une société antillaise qui est stratifiée par la couleur de la peau, où plus vous êtes clair et mieux vous êtes perçu socialement. Et donc Fanon, en tant que noir, enfin dire au teint clair, hein, voilà, qui est protégé de ce racisme d'une certaine manière en Martinique, quand il arrive en France, il constate il est fondamentalement noir. Et il s'était déjà rendu compte de ça lors de la Seconde Guerre mondiale, où il avait vu qu'il arrivait certes dans l'idée d'être un Français, mais en fait, pour les Français, il n'était que de la chair à canon et que c'était ce qui devait être réservé aux Noirs. Donc, il y a cette rencontre du racisme, je pense, qui est importante à souligner, et de la spécificité vraiment du racisme français, qui pour moi a été théorisé de manière encore plus violente et brutale et sophistiquée que le racisme américain, qui est un truc un peu grossier, quoi. Tu as évoqué le fait que les Nord-Américains ont beaucoup été inspirés par Fanon, en tout cas que sa pensée, ses textes ont été reconnus. J'aimerais savoir en fait ce qu'il en est en Afrique noire et peut-être plus particulièrement en Afrique noire francophone, parce que c'est vrai qu'en lisant le roman graphique Frantz Fanon qui a été publié l'année dernière aux éditions de La Découverte, finalement, on a le sentiment, en lisant ce livre, qu'il a découvert l'Afrique noire que très tardivement, en fait. Après s'être engagé pour la guerre, voilà, il a exercé en tant que psychiatre. Ensuite, il s'est engagé vraiment pour la libération de l'Algérie.
Et à lire le roman, on a l'impression que l'Afrique noire, c'était un espace qu'il connaissait moins et qu'il a commencé à découvrir quand il était, quand le FLN lui a confié la mission d'être un peu, l'émissaire. Et donc je voudrais, savoir ce qu'il en est en fait, entre cette impression et la réalité. À l'inverse de Césaire, hein, qui a un peu rencontré l'Afrique à Paris, puis qui surtout a très clairement dit très tôt qu'il était un Africain transplanté, un Africain aux Antilles, qui a vraiment revendiqué cette identité africaine, tout en étant issu de la méritocratie républicaine. Fanon, lui, quand il s'engage dans la résistance, il partage le sort des tirailleurs sénégalais, Mmh. sort de chair à canon, donc il constate qu'il est bien, bel et bien noir. Et ensuite, quand il revient après la Seconde Guerre mondiale en France pour faire ses études, il fait le choix de ne pas aller à Paris. Paris qui est un peu la capitale noire, voilà, la capitale impériale. Il va à Lyon, où la présence noire est beaucoup moins importante, comme s'il voulait en fait un peu fuir cette condition, un peu fuir ce milieu-là. Et de facto, effectivement, il n'a pas été il n'a pas été intégré de la même manière que les autres intellectuels ou militants noirs de l'époque dans ce microcosme. Ensuite, quand il part en Algérie, là aussi c'est assez intéressant parce qu'il part dans un pays, dans une colonie, dans un département français d'Afrique du Nord, Mmh. du Maghreb, où se posent aussi d'autres problématiques, la question notamment de l'islam, du colonisé dans le contexte musulman. Mmh. Donc, on peut avoir l'impression qu'il s'éloigne effectivement de cette question de la négritude. D'ailleurs, il y a des personnes qui vont le critiquer par la suite en disant il n'est même pas revenu aux Antilles, il a fui le combat, etc., etc. Donc, beaucoup de mauvaise foi vis-à-vis des choix de Fanon qui, quelque part, vraiment se départit de la question raciale tout en l'analysant et en la problématisant dans son engagement politique. Et quand il arrive à Abidjan en Algérie, il prend tout de suite fait et cause pour les colonisés, pour les Algériens, contre ses collègues français, médecins et autres. Mmh. Et effectivement, avant de démissionner, il vient à Paris. Sa dernière intervention à Paris, c'était le congrès des écrivains de la Sorbonne de 56, Mmh. où il écoute le discours d'Aimé Césaire sur culture et colonisation. Et la veille de l'ouverture du congrès de la Sorbonne, était tombée la nouvelle que l'indépendance du Ghana de Kwame Nkrumah était fixée pour mars 1957. Donc, il démissionne en rentrant en Algérie, il s'engage pour le FLN. Et à partir de ce moment-là, on le voit au niveau de ses écrits, il tape très fort sur les vallées de l'impérialisme français, sur Houphouët-Boigny, sur Senghor. C'est vraiment les textes les plus puissants en termes de critique du néocolonialisme français. Et se rapproche très vite des leaders subsahariens comme notamment Kwame Nkrumah ou Modibo Keïta. Et quand il est ensuite envoyé par le FLN comme ambassadeur à Accra, on considère que c'est vraiment la personne idéale pour faire ce boulot-là. Et c'est d'autant plus important qu'à la même époque, le colonialisme français utilise des Martiniquais, des Guadeloupéens et des Guyanais comme administrateurs dans les colonies africaines pour montrer que voilà, comment dire, le colon n'est pas nécessairement le méchant blanc. Voilà. Il y a des colons qui sont noirs et en plus, c'est des Antillais qui sont très évolués. Donc, regardez les réussites du système français. Donc, il y a aussi, je dirais, ce positionnement, comment dire, fratricide Mmh. qui est très important. Et depuis Accra, ben, il sillonne toute l'Afrique de l'Ouest. Il participe à un certain nombre de conférences, la plus importante, celle d'Accra en décembre 58, la conférence des peuples. Il met en place tout un réseau diplomatique et il organise aussi des formations à Conakry. Il se rend à Léopoldville auprès de Lumumba. Donc, il y a une intervention que j'avais faite il y a quelques années qui est disponible sur YouTube où j'évoque la réception de l'œuvre de Fanon en Afrique subsaharienne. Et elle est importante à cette époque-là, et elle le sera encore plus par la suite, avec la publication des Damnés de la Terre, qui part entre guillemets d'Alger et qui va trouver, je dirais, son alter ego en Afrique du Sud, avec l'œuvre notamment de Steve Biko, dans la décennie suivante, qui posera précisément la question de la conscience raciale et de la nécessité de la politiser. Mmh. Donc, la réception de Fanon en Afrique subsaharienne, elle est très importante dans les années 60-70. Elle accompagne tous les mouvements de libération. Elle fait la jonction avec les écrits de Amilcar Cabral.
Elle pose la question de l'engagement de la critique des bourgeoisies nationales, des bourgeoisies compradors, du rôle de la violence dans la lutte de libération. Donc tous ces éléments-là sont présents. En revanche, Peau noire, masque blanc, du point de vue d'un Africain, je pense que ça n'a pas trop de sens. Pour moi, c'est vraiment la spécificité antillaise des gens qui sont aliénés, des gens qui ont du mal à se situer. Mais du point de vue d'un Africain noir qui vit en Afrique où la majorité est noire, je pense qu'il y a beaucoup, je dirais, comment dire, d'incohérences à calquer Peau noire, masque blanc sur des situations africaines qui sont tout autres. En revanche, en Algérie, il va écrire des articles sur précisément cette ségrégation entre comment dire, indigènes et français, qui lui vaudra aussi par la suite des attaques, notamment un article de Albert Memmi, qui à l'époque écrit aussi Portrait du colonisé, Portrait du colonisateur, un article écrit dans les années 70 qui s'appelle La vie impossible de Frantz Fanon, où Albert Memmi attaque radicalement Fanon en lui reprochant d'avoir attaqué la négritude, en disant comment dire, que Fanon justement a fui le combat, etc. Donc ce qu'il faut aussi voir, c'est, je dirais, tous les tirs croisés qu'il y a à l'intérieur de cette constellation de personnes et comprendre que Fanon a été condamné par la France, il a été attaqué, il a été voilà, il n'a pas été laissé tranquille. Et tout le travail des idéologues des années 60, 70, 80, 90, 2000, c'était d'empêcher que Fanon ressurgisse. Et comme depuis 10, 15 ans, il ressurgit, eh bien, on est rentré depuis quelques années autour notamment du débat sur le décolonial, sur tout un ensemble de récupération des causes anticolonialistes, tiers-mondistes et panafricanistes par des gens qui, du fait de n'avoir pas pu éteindre l'héritage intellectuel de Fanon, tentent, je dirais, de le vider de son sens et de son engagement. Donc c'est ça, je pense, qui est un peu intéressant aussi à repérer. Ouais. Tu as évoqué Nkrumah, c'est aussi intéressant parce que là, c'est le Ghana avec des mouvements à Accra, et donc là, on était dans un pays anglophone. Et tout à l'heure, j'évoquais l'Afrique francophone. Juste pour faire une aparté, parce que je sais que tu t'intéresses aussi aux questions autour de l'impérialisme du nucléaire français, et qu'à Accra, il y a eu des manifestations contre justement la politique impérialiste française sur le continent africain. Et donc, c'est intéressant aussi de montrer, parce qu'on a tendance à beaucoup séparer l'histoire des Afriques anglophones, enfin des pays africains anglophones de ceux qui sont francophones, et il y avait déjà dans ces années-là ces connexions et ces revendications partagées. Tout à fait. Alors, quand je disais que Fanon était un précurseur de la critique de la France-Afrique, aujourd'hui, on ne peut pas analyser, par exemple, la guerre au Mali sans parler de Frantz Fanon. Franchement, il faut vraiment le sortir du débat des éditoriaux anti-décoloniaux, décoloniaux, pour le réinscrire dans la critique de la France-Afrique et dans la critique du néocolonialisme, parce qu'il posait la question, effectivement, du Sahara et de la nécessité, je dirais, comment dire, de poser la libération du continent africain et son unification. Il parle de panafricanisme sans utiliser le mot, il parle d'unité africaine. Et ce qui est effectivement aussi intéressant, c'est qu'il fait la jonction entre les différents espaces culturels et politiques africains à cette époque-là, et que dans le même temps, il s'inscrit vraiment dans ces réseaux internationalistes qui à ce moment-là aussi se développent. Euh, Alors, donc là, il est déjà 19h34, ça passe vite. Ce que je propose, c'est que si vous avez une question à poser, vous pouvez me faire signe. Je crois qu'il y a un système pour lever la main, que je ne vois pas là, mais normalement, ça existe, ou vous envoyez un petit mot dans la discussion et puis je vous donne la parole. Et pour ça, il suffit d'activer votre micro à minima, et puis aussi la vidéo si vous êtes à l'aise pour partager votre regard avec nous. J'aimerais, et donc on avait reçu, alors il faut cliquer sur réaction pour lever la main ensuite. D'accord, voilà, l'information est partagée par Anne-Claire. Merci Anne-Claire. On a eu des questions qu'on a reçues. La première, elle me paraît, enfin elles sont toutes intéressantes, mais je vais commencer par celle-ci. Frantz Fanon a-t-il eu un impact en Colombie, au Brésil, au Venezuela, donc en Amérique du Sud? Oui, il y a eu un impact.
les ouvrages Peau noire, masque blanc et Les damnés de la terre ont été traduits, je pense de manière un peu clandestine, par les mouvements noirs au Brésil, au Portugal et également en Espagne, notamment les mouvements anticolonialistes, Mmh. puisqu'à l'époque, il y avait des luttes de libération en Angola, au Mozambique, etc. Pour aborder d'une part la question également des relations raciales au niveau du Brésil et de la Colombie. Donc il y a des travaux qui existent. Il y a toute une sociologie brésilienne qui parle de Fanon. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette sociologie brésilienne qui parle de Fanon, on parle alors que le sociologue français qui est, on va dire, la référence sur les relations raciales au Brésil, qui est Roger Bastide, ne parle pas du tout de Fanon. Donc on voit bien en fait comment les auteurs français qui étudient un terrain ne parlent pas de Fanon, alors que les spécialistes de ce terrain-là, qui sont eux-mêmes sur ce terrain-là, parlent de Fanon. Donc on voit bien en fait comment il y a eu une invisibilisation de la référence à Fanon. Dans le cas également des colonies portugaises, notamment au Mozambique et en Angola, pour notamment aborder la question de la négritude, puisque, par exemple, dans le combat, dans les luttes de libération en Angola, il y avait des thèses totalement farfelues qui expliquaient qu'en gros, plus on était noir, plus on était anticolonialiste. Or, dans les faits, par exemple, dans le combat du MPLA, le MPLA était un parti, entre guillemets, étiqueté de métis, pour faire simple, mais c'était vraiment le parti anti-impérialiste, alors que l'UNITA de Jonas Savimbi va précisément s'appuyer sur cette idée de la négritude, etc., que plus on est noir, entre guillemets, plus on est anticolonialiste. Et justement, Fanon a déconstruit absolument ce discours qui n'a ni queue ni tête en remettant de l'idéologie au cœur. Et c'est Cabral qui va un peu aussi apporter des compléments sur cette analyse-là. Donc, dans les colonies portugaises de l'époque, au Portugal également dans les milieux estudiantins, et puis également en Amérique latine, il y a eu une influence de Fanon dans les milieux anticolonialistes et anti-impérialistes. Mmh. Aujourd'hui, toi qui, continues à travailler sur, le panafricanisme, tu le disais, Frantz Fanon a été en quelque sorte un précurseur, il parlait plutôt, d'unité africaine. Aujourd'hui, dans les travaux que tu mènes sur, bah, les mouvements qui aujourd'hui traversent, le continent, les diasporas, quelle place, a Fanon? Bah, écoutez, c'est assez compliqué parce que Fanon, il est tiré dans tous les sens. Il est à tel point qu'aujourd'hui, ceux qui jetaient la suspicion sur Fanon essayent de l'enlever des mains de ceux qui le revendiquent. Euh, Sa dimension panafricaniste est très peu abordée. Mmh. Très peu abordée. Je pense que c'est un des manques, une des lacunes. Il y a aussi le fait qu'on a affaire à un homme qui a été de plusieurs combats, mais le plus important a été quand même celui de la guerre d'Algérie, et qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de repenser la question algérienne à travers la question panafricaine. Mmh. Ce qui renvoie encore une fois à la guerre au Mali, puisqu'on sait que cette guerre qui est menée au Nord Mali par la France date déjà de cette époque de l'organisation commune des régions sahariennes, où l'Algérie luttait pour son indépendance. Et il fallait empêcher que le nord du Mali ne soit un terrain pour le soutien à la résistance algérienne. Mmh. La question des Touaregs, de l'Azawad, etc. Donc pour moi, il y a une invisibilité à réinscrire Fanon dans la géopolitique telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc c'est vraiment un travail qu'il faut faire, et peut-être un peu trop de focalisation sur le Fanon des études postcoloniales, des études féministes, des études subalternes, etc., etc. Donc c'est un peu le premier point que j'aurais à souligner. Deuxième élément, c'est peut-être aussi repenser la question de l'existentialisme et ramener Fanon vers de la philosophie politique africaine, le réinscrire dans les penseurs politiques africains, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais qui serait très intéressant à apporter, le mettre en relation avec Stanislas Adothévi, avec Marcien Towa, avec un certain nombre de penseurs et de penseuses qui ont, je dirais, repris cet héritage, comment dire, subversif, Mmh. euh, et, euh,
et panafricaniste. Ouais. Mmh. Alors vu que tu as parlé d'existentialisme, j'aimerais qu'on évoque Sartre parce que, c'est Sartre qui a rédigé la préface des damnés de la terre, si je ne me trompe pas. Et j'ai l'impression qu'il y avait une espèce, de fascination, commune entre ces 2 hommes et à la fois que Fanon aussi, pouvait, reprocher, à Sartre, mais peut-être aux intellectuels en général, heu, penser c'est bien, écrire c'est bien, mais il faut être aussi dans l'agir. Donc quel est ton regard toi sur cette relation croisée entre les 2 hommes? Alors, relations croisées, j'ai pas énormément d'éléments. Effectivement, il y a toute une histoire éditoriale des œuvres de Fanon, que ce soit les remarques de Janson sur, Peau noire, masque blanc, où il écrit à Fanon en disant, «Là, je comprends pas très bien ce que tu veux dire» et puis Fanon lui dit: «Laisse tomber» et cetera. J'aurais pu lui Donc dire moi aussi, hein, à certains oui, passages oui, que j'ai lus et relus. toutes les critiques contemporaines, c'est des critiques qui existaient déjà à l'époque de ceux qui connaissaient, qui lisaient l'œuvre. Sur les damnés de la terre, effectivement, il y a cette préface, qui, est assez particulière parce que Sartre était effectivement, le grand intellectuel de l'époque. C'était un peu celui qui validait, un certain nombre d'engagements Mmh. et en même temps, j'ai le sentiment que l'analyse que Sartre fait de la violence est un peu décalée. En tout cas, l'analyse que Sartre fait, de l'œuvre de Fanon est peut-être un peu décalée par rapport effectivement aux enjeux sur le terrain même. Mmh. Donc, Oui, c'était moi en fait, je finalement, c'est ce décalage que Frantz Fanon percevait déjà. Il reconnaissait l'importance des positions, de Sartre, mais il manquait, il y avait ce fossé sans doute. oui, oui, il a reconnu, enfin, il a évoqué également vis-à-vis de Césaire quand il s'était vu, lors du congrès, je pense en 56 à la Sorbonne. C'est-à-dire que c'est bien, effectivement de dénoncer, de prendre des positions, c'est mieux de s'engager. Maintenant, dans les années 50, il y a plusieurs concepts qui apparaissent. Il y a le tiers-monde avec Alfred Sauvy. Il y a Ballandier, Georges Ballandier, qui pose aussi la question de la situation coloniale. Et on est aussi dans un contexte où l'africanisme, c'est-à-dire l'étude de l'Afrique par les savants, les scientifiques français, est également pointé du doigt. Il y a tout un rapport précisément à la question des études africaines, la question de l'africanisme, qui est peut-être le contrepoint justement de ce rapport à l'existentialisme et qui devrait peut-être être davantage, comment dire, et, analysé ou en tout cas abordé aujourd'hui. Donc, Mmh. voilà. Maintenant, pour moi, des influences de Fanon, c'est quelqu'un qui a pris une grande partie de ses influences dans l'existentialisme. Pour moi, c'est Kierkegaard, c'est l'angoisse, c'est le concept du doute, c'est le désir de reconnaissance par la sexualité, c'est Freud, c'est tous ces éléments-là qui sont présents. Mmh. Et c'est pas tellement des références négro-antillaises, négro-africaines, etc. Même les relations entre Fanon et Cheranta Diop, alors qu'ils sont de la même génération, ils sont de la même époque, ils sont lus par les mêmes courants anticolonialistes. Ça n'a pas été forcément des relations très développées, très poussées. Et ça renvoie encore une fois à la question des réseaux, la question du réseau de présence africaine, la question des réseaux éditoriaux, Maspero, etc., puisque ce sont les éditeurs aussi qui mettent en relation Mmh. quelque part les uns avec les autres. Donc il y Ouais. a la question vraiment du levier, du carrefour éditorial. On peut aussi citer l'embrouille que Césaire a eue avec Aragon, donc Aragon qui était le patron de l'intelligentsia communiste et qui, du fait de ce conflit avec Césaire, amène Césaire à rompre en partie avec les communistes, il n'y a pas que ça, puis surtout à se tourner vers Présence africaine, Mmh. parce que Césaire n'écrivait pas au départ pour Présence africaine. Donc il y a aussi tous ces éléments-là qui sont, je dirais, à lire aussi à la lueur des idéologies qui traversaient ces différents personnages et qui permet aussi de comprendre mais pourquoi certains sont plus en lumière Mmh. et d'autres ont été laissés dans l'ombre. Ouais. Et Beh, je pense encore une c'est une fois que ça rejoint. cartographie, des courants de pensée, des postures des uns et des autres qui est assez complexe, à bien saisir pour des, non spécialistes et j'en profite pour, inviter, tout le monde à lire ton livre Africa Unite. C'est un gros pavé, je le dis tout de suite,
mais qui est passionnant. On prend le temps de le lire chapitre après chapitre et ça donne, une autre lecture, une autre vision, du continent et des hommes, et des femmes qui ont joué un rôle important. Je voudrais il y avait une question sur les relations entre, Fanon et Lumumba. Donc, avec Lumumba, on est, au Congo, République démocratique du Congo. Est-ce que tu peux nous faire un petit focus, rapide là-dessus? Oui, en fait, Fanon et Lumumba, ils se sont rencontrés en 58, en décembre 58 à Accra. Il y a une conférence des peuples africains où il y a tous les militants, les mouvements de libération de l'époque qui sont présents à Accra chez Kwame Nkrumah. Et à ce moment-là, il y a Fanon qui vient défendre la nécessité de libérer l'Afrique par la lutte armée, Mmh. alors que Nkrumah est plutôt sur une position de non-violence, de libération politique. Et à partir de là, il y a une connexion qui se fait entre Accra et Léopoldville, donc directement entre Nkrumah, Fanon et Lumumba, ils échangent. On sait que la plupart des fax ont été interceptés par les services britanniques, américains ou français et qu'il y avait un certain nombre de projets qui étaient en cours. Et donc, quand Lumumba rentre de la rencontre d'Accra avec Fanon, il devient très clairement anticolonialiste, panafricaniste, nationaliste. Et donc, un an et demi plus tard, le Congo devient indépendant. Lumumba fait un discours improvisé au moment de la cérémonie où il prend un certain nombre de positions. Immédiatement, il y a des mutineries qui éclatent, donc il y a une déstabilisation du Congo. Et dans l'été 1960, il y a une conférence qui est organisée à Léopoldville, le 25 août 60, où Fanon est présent. Et Fanon tente justement d'apporter le soutien des pays du groupe qui va être le groupe de Casablanca un peu plus tard, c'est-à-dire les pays révolutionnaires, donc principalement le Ghana, la Guinée, également la République arabe unie, donc l'Égypte de Nasser, plus l'Algérie, pour soutenir Lumumba en lui disant il ne faut surtout pas que tu fasses appel aux Nations unies, Mmh. parce que les Nations unies dépendent du Conseil de sécurité, donc c'est encore les Américains. Malheureusement, Lumumba, quelques semaines plus tard, 3 semaines plus tard, est déposé, arrêté, mis en résidence surveillée. Il parvient à s'enfuir, puis il est rattrapé. Puis finalement, il est envoyé donc, au Katanga, où il est torturé et exécuté avec Okito Impolo, le 16-17 janvier 61. Et donc, Fanon, quand il apprend la mort de Lumumba, écrit un texte très important, La mort de Lumumba, pouvions-nous faire autrement? Où il dresse déjà en fait tout ce qui va apparaître par la suite, c'est-à-dire la question du néocolonialisme, la question de la longue liste de martyrs qui se dresse vis-à-vis donc des luttes de libération africaines. Et il fait aussi le parallèle entre la mort de Lumumba et la mort d'un autre grand ami qu'il avait eu, qui était Félix Moumié, qui était le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, qui avait été empoisonné à Genève par les services français. Et donc, il comprend vraiment que le néocolonialisme ne va absolument pas reculer, qu'il est impossible de libérer l'Afrique avec une Afrique qui avance et une Afrique qui recule, et qu'il faut réellement mener le combat contre tous les valets de l'impérialisme, qui étaient notamment Senghor et Houphouët-Boigny. Donc c'est vraiment une position très intéressante. Il appelle aussi à la mise en place de brigades panafricaines pour soutenir les luttes de libération. Donc Fanon avait une position vraiment très fraternelle, hein. Je pense que Fanon et Lumumba, ils sont frères de sang. Et c'est Césaire qui va un peu immortaliser les liens entre l'un et l'autre, dont notamment Une saison au Congo et dans d'autres textes par la suite. OK. Je vous laisse le temps de me faire signe pour poser des questions parce qu'à chaque fois je dis, «Pendant que vous posez des questions, j'en pose une autre» et et j'avance. Donc n'hésitez pas. Alors Benoît, je te vois ici. Tu peux réactiver ton micro et on t'écoute. C'est bon. Oui, bonjour. Voilà, moi j'aurais une question, à savoir, j'aimerais vous entendre parler du roi Béhanzin et savoir si son règne a eu un quelconque impact sur les luttes de décolonisation africaine qui ont eu lieu quelques décennies plus tard. Mmh. Donc le roi Béhanzin qui était souverain du Dahomey Mmh. et qui, je crois, s'était déjà opposé à la France, fin 19e. Merci Euh, pour cette question. oui, bon, effectivement, le roi Béhanzin s'était opposé à la colonisation française. Il a été finalement arrêté, déporté en Martinique, puis en Algérie.
Donc, il y a des traces, je dirais, de cette résistance qui ont été amenées en Martinique, notamment à travers sa cour, à travers les liens de sang qu'il y a entre des descendants de Béhanzin et des Martiniquais aujourd'hui. Il a été incarcéré au Fort Tartanson. Il meurt effectivement en Algérie, qui est une autre terre où Frantz Fanon est passé. Il est ensuite rapatrié au Bénin, il reste ensuite rapatrié au Bénin, et c'est de son trésor royal dont on parle aujourd'hui, dont le volet des restitutions. Ce qui est important, c'est que le Dahomey avait, comment dire, comme symbole une jarre percée. Alors, tu Et peux rappeler où se au situe Bénin. le C'est Dahomey? entre le Togo et le Nigeria, c'est en Afrique de l'Ouest. Donc, il y avait cette image, donc la jarre percée du roi Guézo, qui était un autre roi au niveau du Dahomey, qui expliquait que si tous les enfants de leurs mains entrelacées venaient boucher les trous d'où s'écoule le sang du pays, la nation serait sauvée. Et donc, cette jarre percée va être le symbole, le logo de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, créée en 1950, qui pendant toute la décennie 1950 va très clairement lutter pour la libération du continent africain, dans un cadre anticolonialiste et anti-impérialiste, et en s'appuyant énormément sur les ouvrages de Frantz Fanon, de Cheikh Anta Diop et d'un certain nombre d'autres auteurs. Donc, il y a des influences, on ressuscite le passé, on met en avant le passé. D'ailleurs, Fanon parle dans son chapitre sur la conscience nationale, sur la nécessité de faire référence à des résistances du passé, de réembrancher l'histoire, de comprendre que la colonisation nous a fait sortir de l'histoire, mais qu'il est temps d'y revenir. Et il interpelle vraiment ce risque d'avoir une petite bourgeoisie africaine totalement aliénée aux intérêts de la classe dominante issue du colonialisme. Et c'est Cabral qui va ensuite enfoncer le clou en disant que cette bourgeoisie-là doit opérer ce qu'on appelle le suicide de classe, c'est-à-dire se désolidariser de la domination qui lui donne des privilèges pour se retrouver dans les luttes populaires qui prennent racine, notamment dans la résistance à la période, à la colonisation. Donc c'est un peu tous ces éléments-là, je pense, qui sont intéressants et qui expliquent pourquoi une figure comme Béhanzin, oui, peut être reliée à Fanon et au combat anticolonialiste. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Alors, n'hésitez pas à me faire signe dans la discussion, parce que là, je ne vois pas les vidéos de tout le monde. Alors, j'en pose encore une nouvelle. Ah si, alors Naëma, je vous propose d'allumer votre micro. Normalement, vous pouvez le faire directement. Oui, c'est bon, vous Ouais, m'entendez? c'est bon. Bonsoir. Pardon. Oui, pardon, on m'entend? Oui, parfaitement. Ok, merci. Bonsoir tout le monde. Alors, ma question. J'ai lu Peau Noire Masque Blanc très récemment et puis donc j'ai trouvé que c'était pas très accessible pour moi, surtout si on le lit avec les codes qu'on a aujourd'hui en 2021, que ce soit sur le plaisir féminin, l'homosexualité, les races, etc. Donc, il faut prendre de la distance. Mais par contre, il y a un sujet qui m'intéresse en ce moment, c'est la spiritualité, la religion. Et je voulais savoir, Frantz Fanon, est-ce que peut-être dans d'autres écrits, il y a son avis ou sa critique sur les religions? Dans Peau Noire Masque Blanc, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée. Il y a au tout début où je n'ai pas bien compris s'il justifiait, enfin, on dirait qu'il justifie le fait que les Africains déportés pourraient accéder au catholicisme, mais ils ne le peuvent pas parce qu'ils sont dans la misère et ils ont autre chose à penser. Donc, je n'ai pas bien compris s'il voulait prouver qu'on pouvait le faire alors que quelque part, c'est un viol de faire abandonner sa spiritualité. Mais là où ça m'a le plus interpellée, c'est pour la philosophie bantoue. Et donc, Hamzat, si tu peux me dire si... donc, il fait une critique de la philosophie bantoue en disant qu'il n'y a pas peut-être de côté révolutionnaire à l'intérieur, parce que cette philosophie n'a pas connu le colonialisme, l'impérialisme, et que donc elle ne permettrait peut-être pas
enfin, elle donnerait pas des clés pour s'en sortir dans les luttes. Donc, je sais pas si je suis très claire, mais je voudrais savoir qu'est-ce que Fanon pense des spiritualités, des religions, et est-ce qu'il croit que ça peut nous aider au même titre? On considère que le vaudou a aidé les Haïtiens, enfin les Africains avant de devenir Haïtiens, à se libérer, ou est-ce qu'il est totalement contre les religions? Enfin, j'ai pas bien compris ça. Merci beaucoup, Naïma. Merci. Oui, alors sur la... Alors Fanon, c'est pas... il va être utilisé effectivement dans le cadre de... Je pense à quelqu'un comme Lewis Gordon qui travaille aux États-Unis, un philosophe sur la question de l'existentialisme noir. Donc ça peut être une référence pour creuser un peu les interprétations qui ont pu être faites de Fanon. Maintenant, dans le contexte, encore une fois, des années 50, on est dans un contexte fondamentalement colonial où l'anthropologie, notamment de Lévi-Brul, a développé le concept de mentalité primitive. Et derrière ce concept de mentalité primitive, on a estimé qu'il existait, entre guillemets, une âme noire. Voilà, c'est-à-dire que quand on est noir, on a une âme différente des autres. C'est vraiment une essentialisation du personnage. C'est-à-dire que quand on est noir, on a un comportement qui est déterminé par le fait qu'on est noir. C'est-à-dire qu'en fait, on agit par des réflexes et non par de la réflexion. Et donc, ça va être aussi caricaturé de manière très maladroite par la citation de Senghor sur la raison hélène, l'émotion nègre, etc. Et donc, Fanon, c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment à la névrose coloniale, qui s'intéresse vraiment à la manière dont la psyché a été travaillée et également, je dirais, aux mécanismes qui ont permis de fabriquer cette psyché. Maintenant, il ne se positionne pas tellement du point de vue de la religion, mais plutôt, je dirais, de la psychologie. Alors maintenant, dans les éléments qu'on a depuis 70 ans, il y a d'autres éléments qu'on peut mettre en avant, notamment tous les travaux qui ont montré que on continue, à travers notre ADN, à éprouver des choses que nos ancêtres, il y a 3-4 siècles, du temps de la traite transatlantique, ont vécu. Donc ça, c'est des éléments, on va dire, entre guillemets, scientifiques que Fanon, lui, n'avait pas à l'époque. Parce qu'il faut bien souligner que c'est un médecin psychiatre. Peau noire, masque blanc, c'est une thèse qui a été rejetée, c'est-à-dire que la thèse n'a pas été acceptée, elle a été publiée ainsi. Et donc, forcément, il y a, je pense, la nécessité de débroussailler un certain nombre d'éléments à ce point-là. Mais je crois que c'est la question vraiment de l'âme noire qui est soulignée par Fanon et qui fait écho à ce que W.E.B. Du Bois appelait également donc, dans The Soul of the Black Folks, comment dire, le voile de couleur, le fait qu'on voit le monde à travers sa couleur de peau, et que dans le cas, par exemple, du noir américain, il y a quelque chose qui est irréconciliable dans le fait d'être noir et américain. Et donc, pour moi, Fanon, ce qu'il expose ici, c'est, entre guillemets, le parallèle de ce dilemme que Du Bois expose également de son côté. On peut trouver aussi d'autres réflexions du côté de Ralph Ellison sur l'homme invisible, homme noir, homme invisible. On peut aussi trouver d'autres éléments chez Richard White, qui lui, pareil aussi, avait un rapport très compliqué à la religion. Il haïssait la religion parce que la religion était, à l'époque, ce qui permettait aux Noirs de survivre dans leur misère. Juste le fait que, bien évidemment, il y avait comment dire, un positionnement politique vis-à-vis de la religion à cette époque-là. Donc je pense que Fanon, sur ce point-là, lui-même n'a pas forcément donné quelque chose d'abouti, mais il y a des travaux de chercheurs, Alice Cherki et bien d'autres qui ont creusé ce volet-là par la suite. Une question que je me posais, c'est dans ce panorama un peu des penseurs, alors soit de l'unité africaine ou du panafricanisme, est-ce que le fait que Fanon soit un psychiatre, un médecin, c'est vraiment une singularité et qui fait que ça apporte une dimension supplémentaire à ces réflexions, ou il y en avait d'autres, des psychiatres, des médecins qui ont eu un rôle important en termes de pensée sur ces sujets-là? Alors, le fait, oui, qu'il ait été un médecin psychiatre, oui, parce qu'il a pu vraiment voir la manière dont des individus sont détruits par le colonialisme. Il a pu également voir le lien entre la domination économique et la destruction des sociétés, dans le cas de l'Algérie, et plus généralement dans le cas du capitalisme. Voilà, il a pu aussi aborder la question de la violence de manière lucide et pragmatique.
Et ça aussi, je pense que c'est un élément très, très important, et surtout de la désaliénation. Je pense que c'est la question la plus cruciale, en sachant que Césaire, de son côté, a produit tout un ensemble de réflexions, de politiques culturelles qui visait à mettre aussi en avant cette question de la désaliénation. Mmh. Donc, Fanon a cette spécificité d'être un médecin psychiatre, effectivement. Ouais. Mmh. Alors, il est déjà 20 heures, le temps passe très vite. J'ai, une question que je pense on ne doit pas poser à un historien, c'est si Fanon vivait aujourd'hui, à ton avis, enfin, qu'est-ce qu'il penserait du non-panafricanisme abouti sur le continent africain, de la place, des anciens empires coloniaux encore dans l'économie et la politique, africaine, Je pense déjà qu'il serait toujours actif, donc il serait toujours sur le terrain, il serait toujours en train de se battre. Je pense également qu'il aurait formé beaucoup de personnes et de disciples, parce qu'il est quand même mort très jeune. Voilà, techniquement parlant, il pourrait être vivant aujourd'hui. Par exemple, la plus ancienne figure de la lutte de libération, c'est Kenneth Kaunda, l'ancien président de Zambie, qui est né en 1924 et qui est toujours debout aujourd'hui. Donc, techniquement parlant, il aurait tout à fait pu être encore présent aujourd'hui. Et je pense qu'il serait toujours engagé dans les luttes actuelles, quoi, tout simplement. Mmh. Ouais. Peut-être en guise de conclusion, aujourd'hui, quels sont les sujets sur lesquels les voix du panafricanisme de ce début de 21e siècle travaillent, avec, le plus d'ardeur, ou quelles sont les priorités qui traversent le continent, les diasporas, enfin qui sont sur la table en ce moment? Les questions prioritaires, je pense, je dirais, c'est la question des réparations et la question de la Renaissance africaine. Donc, les réparations par rapport aux siècles de destruction qui ont été vécus par ces populations, qu'elles relèvent de la traite, du colonialisme ou même de la situation actuelle vis-à-vis de régimes néocolonialistes et de politiques de prédation soutenues par les institutions financières internationales. Donc, la question du capitalisme en lien avec cette problématique des réparations qui inclut également la dignité, le bien-être, y compris le bien-être mental dont parle Fanon, question des réparations. Et deuxièmement, effectivement, la question de la Renaissance africaine, c'est-à-dire quel projet construire pour l'avenir, en sachant que c'est toujours très compliqué de construire un chemin qu'on est en même temps en train d'emprunter. Donc, quelle perspective trouver? Et très souvent, les perspectives les plus pertinentes ont été, je dirais, posées dans le passé, d'où la nécessité de maîtriser, de bien comprendre ce passé et surtout vraiment de comprendre le contexte historique de production de ces œuvres. Peau noire, masque blanc, je crois que Fanon le dit, il l'aurait publié 3 ans plus tôt. C'est sorti en 52, alors que lui dit c'était prêt pour sortir en 49. Donc il y a aussi, je dirais, l'évolution des différents personnages, les contextes, les rencontres, les relations. Et donc je dirais réparation, renaissance et relationnalité. Voilà, c'est-à-dire repenser comment on guérit, comment on se guérit, comment on se soigne, comment on relance de nouveaux combats ou d'anciens combats, et puis surtout comment on se met en relation les uns avec les autres, dans un contexte où les outils technologiques nous permettent d'être beaucoup plus connectés, mais quand on fait le parallèle avec l'époque où il n'y avait pas tous ces outils technologiques, on a l'impression d'être très en retard en termes de production militante et de résultats politiques par rapport à ces années 50, 60, Mmh. 70. Et d'ailleurs, en termes d'hommes politiques, aujourd'hui sur le continent africain, de quel côté, faut-il regarder pour trouver les porte-voix d'un panafricanisme du 21e siècle? Moi, je pense que les hommes politiques, déjà, c'est déjà trouver des hommes politiques, parce qu'en général, on a plutôt des politiciens, ce qui n'a rien à voir avec des hommes politiques. Mmh. Et deuxièmement, je pense que dans cette période des années 50, le syndicalisme était une force politique. Mmh. Donc, je pense qu'il faut plutôt vraiment regarder du côté de ceux qui luttent auprès des travailleurs, auprès des paysans,
plutôt que de ceux qui sont présents, je sais pas, sur les réseaux sociaux, dans les débats politiques, etc., etc. Donc je pense que c'est vraiment aujourd'hui la question d'être proche ou près des travailleurs et des paysans et surtout vraiment de produire des outils qui permettent je dirais, de transformer le quotidien de ces populations. Mhm. Donc, pour moi, je pense que les hommes politiques d'aujourd'hui, ce sont des ingénieurs, ce sont des intellectuels organiques, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément visibles, mais qui font ce travail d'ingénierie de manière assez concrète. Voilà. Très bien. Il y a une main levée. Allez, on va dire que on s'accorde quelques secondes de plus pour entendre Rose. Rose, donc j'ai bien vu que tu as levé la main et je crois que ton son est activé. On t'écoute, Rose. Rose, normalement ton micro est censé fonctionner. Est-ce que Rose? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Là, c'est bon, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ok, bon, je pense que c'est mon casque qui a un problème apparemment. Donc, je disais bonsoir à tout le monde et moi, j'ai pris malheureusement le webinaire en cours, donc j'ai pas suivi le début. Mais le truc qui m'interpellait un peu, c'est la conclusion. Je sais pas ce que vous avez dit au début sur la question du genre, etc. Ouais, on l'a Mais abordé au tout début. voilà, donc moi, j'étais sans doute pas connectée. Mais je suis un peu, comment dire, perplexe qu'on puisse conclure sans parler de cette question qui me semble vraiment centrale, même en termes de panafricanisme, de la question du genre et de la question de l'égalité en fait de genre, notamment la question d'une réhabilitation de la mémoire des luttes panafricaines, puisque les femmes ont été au cœur de ces luttes-là et à plusieurs échelles. Et je pense qu'on ne pourrait pas penser, en tout cas, une société panafricaine sur le continent ou panafricaine afro-diasporique sans ces questions-là, puisque encore d'ailleurs aujourd'hui on le voit, hein, dans les contextes diasporiques, les personnes qui portent un certain nombre de luttes, alors pour plein de raisons, mais ça reste quand même les femmes. Et donc il se trouve que quand on revient aux questions de pouvoir et de reconnaissance, on a tendance à les invisibiliser. Je pense que c'est important, d'autant plus que quand on parle de peau noire et masque blanc, de revenir sur cette question-là qui me semble quand même être une question qui a posé problème et sur laquelle les universitaires anglo-saxons ont écrit. Hein. C'est moins en France, mais voilà. Merci Rose pour cette remarque et ça me rappelle notre première rencontre, Hamzat, sur Africa Unite où on se disait ah ça serait pas mal un Africa Unite version femme pour mettre en avant et je sais que tu travaillais aussi sur ces questions-là. Donc place des femmes dans les mouvements panafricanistes. Oui, alors pour moi, c'est carrément réinscrire ou réécrire la perspective. Je pense que c'est très important à souligner parce qu'il y a eu effectivement une invisibilisation des femmes, de leur rôle et ça fait partie effectivement, oui, des enjeux, je pense, de reconnaissance, de mémoire, de repenser effectivement les égalités, à ce niveau-là. Donc je pense qu'effectivement, ça fait partie, oui, des enjeux réels. Maintenant, il me semble que ce sont des choses qui sont effectivement en cours, c'est-à-dire que les femmes sont de plus en plus présentes, de plus en plus visibles, qu'elles prennent, je ne vais pas dire toute la place qu'elles méritent, je pense qu'il faudrait encore en faire plus, mais c'est en tout cas une dynamique qui est, je pense, qui est lancée et qui nécessitera effectivement de revenir sur les figures pionnières, les figures fondatrices de cette résistance-là, sans non plus rentrer, je dirais, dans comment dire, dans une nostalgie qui est aussi produite par ceux qui invisibilisent. C'est-à-dire que dans ces milieux panafricanistes ou kamites, il y a aussi tout un culte de la femme noire qui est aussi Essentialisant. problématique, voilà, qui est très essentialisant. Donc je pense qu'il faut le faire, mais de manière rigoureuse et de manière honnête et sincère, effectivement. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions. Il est 20h10, donc on va conclure parce que pour que vous puissiez profiter de votre soirée en famille. Et puis, Hamzat, je ne veux pas non plus te prendre trop de temps. Donc,
Merci à vous tous qui avez participé. Merci Hamzat pour tes éclairages. C'est toujours hyper riche et tu fais vraiment l'effort de rendre accessible le fruit de tes réflexions et de tes travaux. Donc merci encore à toi. J'ai enregistré donc le replay, je le mettrai à disposition dans le cadre de la newsletter. Merci encore à vous tous. Je vous souhaite une très très belle soirée et à très vite. J'ai envie de refaire d'autres moments comme ça avec des bouquins sur lesquels je m'arrêterai dans le cadre du podcast. Donc, belle soirée à tous, à très vite. Et Hamzat, encore merci beaucoup. Si, bonne soirée. Bonne soirée.